Bonjour et bienvenue dans Le Monde devant soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Hélène Decomer, rédactrice en chef de Slate et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, cofondateur du site. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Bonjour Hélène. C'est peu dire que Donald Trump a été changeant sur la résolution de la guerre en Ukraine. De retour à la Maison-Blanche début 2025, il promettait de régler le conflit en 24 heures. Puis il s'est résolument rangé du côté de la Russie, semblant fasciné par Vladimir Poutine et humiliant Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale. Au printemps, il a lancé de vagues initiatives pour obtenir une trêve. On en avait parlé ici dans un épisode précédent. Et voilà que ce lundi 19 mai, après un appel téléphonique avec Vladimir Poutine, le président américain a semblé tout simplement s'en laver les mains. Je pense qu'il va se passer quelque chose, a-t-il dit, à propos de Poutine et Zelensky. Et si ça n'arrive pas, je me retire tout simplement et ils vont devoir continuer. Une manière d'amorcer peut-être un désengagement des États-Unis, ou en tout cas de laisser planer cette menace. Alors, Alain Frachon, est-ce que Donald Trump agit ainsi parce qu'il a vu qu'il n'arrivait pas à conclure un deal comme il les aime tant ? Bien sûr, c'est sans doute la meilleure explication. Le coup de téléphone que vous évoquiez a duré 2h15. Bon, il faut enlever le temps de traduction, bien sûr. En 2h15, on pouvait imaginer qu'il aurait eu ensuite l'occasion de dire voilà ce qu'on va faire, voilà comment va se dérouler l'avenir. Et pas du tout. C'est plutôt l'annonce d'un prochain désengagement si le dialogue entre Zelensky et Poutine, et il n'y a pas de dialogue entre Zelensky et Poutine, il y a eu une réunion entre Ukrainiens et Russes qui a duré moins de 2 heures à un niveau ministériel inférieur à Istanbul la semaine dernière, dont il n'est rien sorti, même pas la date d'une prochaine réunion. Donc autrement dit, c'est difficile et la séquence a été la suivante depuis janvier, celle que vous avez dite, c'est-à-dire que Trump s'est aligné sur les positions russes, faisant ainsi un maximum de pression sur l'Ukraine et imaginant d'imposer à l'Ukraine une solution élaborée par les États-Unis après leur consultation avec les Russes. On connaît les grandes lignes de cette proposition, n'est-ce pas? Ça veut dire que les États-Unis s'apprêtent à reconnaître en droit, à reconnaître l'annexion de la Russie sur la Crimée. Ils proposent aux deux parties de reconnaître l'annexion de facto, cette fois-ci, de fait, non pas en droit, mais en fait, du Donbass par la Russie. Sur cette base-là, on conclut un accord de paix. Il est entendu que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN. On ne dit rien sur l'Union européenne, donc c'est possible. Et on évoque la possibilité d'une force de surveillance du cessez-le-feu. Ça doit commencer par un cessez-le-feu d'1 mois. Qu'est-il arrivé à cette proposition américaine qui est très largement une proposition de concession à ce que demande la Russie? Pas satisfaisant, a dit Poutine, pas acceptable, a dit Zelensky. Partant de là, voilà l'opposition entre Moscou et Kiev. Partant de là, si les États-Unis avaient vraiment voulu une négociation en bonne et due forme, ils auraient demandé à une délégation russe et à une délégation ukrainienne de se retrouver toutes les semaines, jour après jour, à Genève, à Vienne ou ailleurs, ou à Doha, au Qatar, puisque ça se passe aussi là-bas, ou en Arabie Saoudite, et de travailler au donnant-donnant, au compromis, à ce qui fait la base d'une négociation. Ça, je ne peux pas l'accepter, mais je suis prêt à te donner ça. Et si tu me donnes ça, alors je te donnerai ça. Ça dure des heures, ça dure des semaines, ça dure des mois. C'est comme ça que les États-Unis ont réussi une médiation qui a abouti à la fin des années 70 à la paix entre l'Égypte et Israël. C'est comme ça que se sont déroulées les grandes négociations entre Moscou et Washington sur le désarmement nucléaire ou le contrôle des armes nucléaires. Rien de tout cela ici. Il n'y a rien de tout cela. Il n'y a pas la structure, la logistique d'une négociation. Rien de tout ça n'existe. C'est difficile. Alors, comme vous l'avez dit, quand c'est difficile, eh bien, le roi de l'art du deal, soi-disant, il s'en va. Ça ne l'intéresse plus. Il ne voit pas l'opportunité d'arriver à la télévision et de faire que Vladimir Poutine va serrer la main de Zelensky comme
En 1993, Bill Clinton a réussi à avoir à la Maison-Blanche Yasser Arafat et Yitzhak Rabin. Il n'y a rien de tout cela. La guerre continue, c'est trop difficile à négocier et donc Trump menace d'arrêter sa médiation. Médiation entre guillemets. Oui, ça rappelle, quand on regarde le caractère de Trump, ça rappelle l'épisode nord-coréen lors de son premier mandat. Il couvrait des loges, le dirigeant nord-coréen. Il est allé sur place. Il ne s'est rien passé de concluant. Il n'a obtenu aucun deal et il était reparti, en passant à autre chose. Il avait ouvert un chapitre qu'il n'a pas pu refermer et il passe à autre chose. Et là, on a l'impression qu'on est un peu dans le même système. Il va passer à autre chose. Ce qui est frappant d'ailleurs, c'est que ses principaux porte-parole font porter la responsabilité de ce que Alain décrit comme une non-négociation, eux, ce qu'ils appellent un échec d'une négociation, ils font porter la responsabilité aux Européens, en disant ce sont les Européens notamment la France. Vis-à-vis de la France, tous les porte-paroles à la télévision d'État russe sont mobilisés pour dire du mal de la France, menacer le président Macron, ainsi de suite. Et donc là, on a exactement ce même phénomène. Ça ne marche pas comme il le souhaite, donc forcément, il faut un coupable. Ce coupable, ça peut pas être lui, parce que lui, il fait de la bonne télévision ou de la grande télévision. Donc ce coupable, ce sont évidemment les Européens. Mais moi, je n'ai jamais réussi à me départir de l'idée que de toute façon, Poutine tient entre guillemets, non pas par je ne sais quelle idée de complot, mais par toute une série de liens et de pressions qui peuvent s'exercer, que donc Poutine est à peu près sûr de l'alignement de Donald Trump sur les positions russes. Et donc c'est pour cela probablement qu'il maintient une ligne très dure. Et Poutine ne fait aucune concession. Et à chaque fois, il dit oui, je suis prêt à la paix, je suis prêt à négocier la paix, mais une fois qu'on aura traité les questions de fond et qu'on aura réglé les questions fondamentales. C'est quoi les questions fondamentales aux yeux de Vladimir Poutine ? C'est l'existence de l'OTAN à ses frontières. Donc c'est le fait que l'Ukraine puisse un jour rentrer dans l'OTAN, ce dont il n'est pas question d'ailleurs, mais néanmoins, il met cela en avant. Et dans les raisons de fond, il y a aussi le fait qu'un certain nombre de pays limitrophes de la Russie font partie de l'Union européenne. Voilà. Et dans le même temps, un certain nombre de services secrets occidentaux, dont les services américains d'ailleurs, préviennent que il y a des concentrations de troupes russes, notamment à la frontière avec la Finlande, qu'il y a des signes divers et variés, que la Russie s'apprête à nouveau à faire différentes sortes de pressions en dehors de l'Ukraine sur un certain nombre de pays limitrophes, encore une fois, de la Russie, ayant appartenu au bloc soviétique. Et donc, on est quand même dans une posture de la part de Poutine qui est constamment guerrière, avec un Donald Trump qui, a-t-il essayé ? Peut-être il a essayé, en tout cas renonce manifestement à infléchir la position de Vladimir Poutine, ce qui, encore une fois, ramène au point de départ, c'est-à-dire que dès le départ, on sait, un certain nombre de services secrets le disaient, un certain nombre d'experts aussi de la Russie le disent, qu'au fond, Trump a très peu de marge de manœuvre vis-à-vis de Poutine. Est-ce que je vais trop loin, Alain, dans ce complotisme, entre guillemets ? Non, je ne sais pas. On ne peut qu'être surpris par le comportement de Trump à l'égard de Poutine. On ne peut qu'être surpris par cet alignement mécanique sur certaines des positions russes. Et ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que il faut évoquer tout ce que vous évoquiez, c'est-à-dire l'étrangeté de ce lien avec la Russie, sans tomber dans les théories conspirationnistes. Mais je pense que en même temps, il y a ce fait basique que vous évoquiez aussi. Quand c'est difficile, Trump s'en va. Il n'aime pas ça. S'il ne peut pas avoir très facilement une photo dans le jardin des roses de la Maison-Blanche avec Poutine et Zelensky, ça fait de la bonne télévision. Il arrête, c'est fini, ça ne l'intéresse pas. On passe à autre chose, comme vous disiez. Et donc, je pense que la comparaison avec la Corée du Nord est une comparaison qui nous fournit un élément d'explication très, très simple pour le coup et qui me paraît incontestable des relations entre Poutine et Trump, ou plutôt de l'échec massif de la tentative de médiation américaine dans la guerre russo-ukrainienne. Il y a même eu une tentative de médiation du Vatican, ce qui est l'élément nouveau d'ailleurs dans le paysage diplomatique aujourd'hui.
On peut aussi citer cet article du New York Times qu'on peut difficilement soupçonner de complotisme, paru au lendemain de ce fameux échange téléphonique. Le Times se demandait, est-ce que Trump lâche l'Ukraine pour commercer avec la Russie? Il était question de sources bien informées qui ont dévoilé une partie du contenu de l'appel téléphonique entre les deux présidents. Et ces sources disaient qu'en fait, la guerre en Ukraine n'avait été qu'un des sujets de leurs 2 heures d'entretien et que le reste a beaucoup porté sur la normalisation des relations commerciales entre Russie et États-Unis. Est-ce qu'on peut imaginer aussi que Trump veut vite tourner cette page pour revenir à business as usual? Sans doute. Alors, il ne faut pas oublier qu'il a quand même conclu un accord commercial avec l'Ukraine sur l'exploitation du sous-sol de l'Ukraine par un fonds commun, un fonds souverain commun entre les États-Unis et l'Ukraine. Donc ça, c'est quelque chose à la fois qui montre son obsession des relations commerciales, sa définition des relations internationales passe par le commerce, et puis il pense que c'est normal que les États-Unis puissent se rembourser comme ça pour l'aide qu'ils ont apportée à l'Ukraine. Donc, en même temps, ça l'accroche à l'Ukraine. Enfin, ça fait qu'il ne peut pas totalement, à mon avis, laisser tomber l'Ukraine, mais il est évident, voilà, vous donnez, le New York Times donne la clé de cette conversation de 2h15, encore une fois, enlever le temps de traduction, il n'en ressort rien sur le futur de la médiation américaine dans la guerre russo-ukrainienne. Mais en revanche, le New York Times, dites-vous, nous dit que au moins la moitié, sinon l'essentiel du temps, les 2/3 du temps, ont été consacrés à la possibilité de relations commerciales entre les États-Unis et la Russie. Alors aujourd'hui, ces relations sont au point mort du fait de sanctions qui ont été décidées par la Maison-Blanche du temps de Joe Biden et même avant, à la suite de l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Et donc, il n'y a pratiquement pas d'échange en ce moment entre la Russie et les États-Unis. Et donc, les Russes veulent absolument la levée des sanctions. Ils veulent la levée des sanctions. C'est probablement déjà de ça qu'ils ont discuté. Et peut-être Trump a-t-il dit « Ok, mais moi je veux ensuite des positions d'investissement privilégiées pour les sociétés américaines, ici ou là, dans le gaz, le pétrole ou autre chose, je ne sais pas. » C'est possible. Vous voyez, ça, il aime bien. Ça, bon, je ne dis pas que c'est relativement facile, mais c'est relativement facile par rapport à la guerre, par rapport aux tropismes impériaux, par rapport à la guerre d'autodéfense que mène l'Ukraine, par rapport à la question des relations entre la Russie et les anciennes républiques soviétiques. Là, c'est compliqué. Là, il faut rentrer dans une mécanique lourde et dans un passé qui est plein de ressentiments et de passion. Non, ça l'intéresse pas. C'est trop compliqué et c'est un monde qu'il ne comprend pas. Donc oui, voilà, ça corrobore tout à fait ce que nous disions, corrobore tout à fait, me semble-t-il, ce que raconte le New York Times. Ce qu'on peut se demander, c'est si la préoccupation principale de l'un comme de l'autre n'est pas d'ordre exclusivement économique. Pour Poutine, l'important, c'est d'être à nouveau reconnu comme un des grands. Donc Chine, Russie, États-Unis, point final. Et pour Donald Trump, l'obsession du commerce et du business fait que il faut pas oublier que dans la structure qui existe autour de Trump, il y a un peu la même chose que ce qui existe autour de Poutine. C'est-à-dire, il y a des oligarques. Ils sont là pour faire fortune, pour agrandir leur fortune. Et au passage, la famille Trump, d'ailleurs, ne se prive pas d'en profiter. Il suffit de se reporter aux années de libération, entre guillemets, de la Russie sous le régime du président Yeltsin, où la Russie s'ouvrait au commerce mondial et les entrepreneurs français, notamment les grands intérêts français, se précipitaient en Russie, comme les intérêts allemands se précipitaient en Russie. Et comme, je pense, Donald Trump voudrait que les États-Unis redeviennent un partenaire essentiel dans le commerce avec la Russie. Je pense que c'est ça qui, fondamentalement, dans leur hiérarchie, vient en numéro 1, bien plus que l'arrêt des combats entre les Russes et les Ukrainiens, qui, après tout, comme disent les Américains aujourd'hui, de toute façon, c'est une affaire européenne. Ah, si c'est une affaire européenne, nous, on va s'en éloigner. Justement, vous évoquiez précédemment, Jean-Marie Colombani, l'offre de médiation émise par le Vatican. Vous disiez que ça pourrait être un axe intéressant de discussion. Peut-être qu'elle aurait au moins le mérite de ramener tout ça dans le giron européen? En tout cas, ce qu'on ne peut pas nier, c'est que le Vatican, se mêlant de cela, parlera vraiment d'une recherche de la paix et n'aura pas d'arrière-pensée commerciale ou autre dans ce type de négociation. Mais encore faudrait-il que la médiation du Vatican soit reconnue par la Russie, ce qui n'est pas du tout du goût, je pense, de Kirill, le grand patriarche
orthodoxe moscovite qui est un des conseillers aussi de Vladimir Poutine. Donc c'est intéressant que le Vatican fasse ce mouvement-là, parce que jusqu'à présent, le pape précédent prétendait pouvoir tenir la balance égale entre Russes et Ukrainiens, mais en fait validait très exactement ce que Vladimir Poutine appelle les éléments fondamentaux du conflit, alors que le nouveau pape, lui, considère qu'il y a un agresseur et un agressé, donc il revient beaucoup plus près des faits, si j'ose dire, et avec une volonté de médiation qui n'est pas négligeable, parce que il peut être écouté de beaucoup d'interlocuteurs, à la fois en Europe et aux États-Unis, mais est-ce que ça peut déboucher ensuite sur de vraies discussions? Ça, j'en doute pour le moment. Alain Frachon, l'Union européenne a adopté ce mardi son 17e paquet de sanctions contre la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine. Est-ce qu'on sait un peu dans le détail ce qu'il y a dans ce paquet de sanctions? Et surtout, est-ce que les 16 premiers ont porté leurs fruits? On sait qu'il y a 2 grandes directions pour ces sanctions nouvelles, mais qui peuvent être encore approfondies. Ce sont la lutte contre l'achat de gaz ou de pétrole russe, puisque la Russie continue, sur tous les marchés libres notamment, à acheter du pétrole et du gaz. Et donc, c'est une volonté de l'Union européenne de lutter contre les États européens, bien sûr, mais aussi contre des États tiers qui voudraient continuer à s'approvisionner en gaz et en pétrole russe. Donc, il s'agit, si vous voulez, d'essayer d'approfondir et de muscler cette sorte d'embargo qu'a décidé l'Europe sur le gaz et sur le pétrole russe. Bon, ça me paraît très difficile à réaliser parce qu'on n'empêchera jamais les États d'aller sur le marché libre. Et il y a une flotte de pétroliers qu'on appelle une flotte fantôme russe de plusieurs centaines de pétroliers qui approvisionnent la Chine, l'Inde et d'autres pays en pétrole, y compris d'ailleurs par des sociétés intermédiaires, mais assez légalement finalement, y compris des États européens. Et la deuxième grande direction, ce sont des sanctions pour augmenter, accroître l'impossibilité pour la Russie d'avoir accès à des financements internationaux. Là-dessus, je crois que la Russie aimerait voir cette sanction bien sûr levée, mais la Chine apporte à la Russie le si vous voulez, le paravent, le bouclier pour que les sanctions européennes ne paralysent pas la Russie. Et là-dessus, l'Europe est impuissante. La Chine a coup pour coup neutralisé en grande partie les sanctions européennes contre la Russie. Maintenant, vous me demandez aussi, est-ce que les sanctions, ça marche ou ça marche pas? Écoutez, moi, je ne suis pas spécialiste, il faudrait demander, il y a des études d'impact des sanctions faites par des économistes. Mais je regarde une seule chose. Cette question de la levée des sanctions qui pèsent sur la Russie est une des priorités de l'équipe de Vladimir Poutine. Donc, si les sanctions étaient aussi inefficaces que certains veulent le dire, ce ne serait pas la priorité de Vladimir Poutine d'essayer d'obtenir une levée notamment des sanctions américaines qui pèsent contre la Russie. Ce qui est dit aussi, c'est qu'en 3 ans de guerre, au fond, la Russie s'est adaptée. L'économie russe s'est adaptée sur un mode plus modeste qu'auparavant probablement, mais elle s'est quand même adaptée et elle s'est transformée en économie de guerre. Donc elle affiche d'ailleurs un niveau de croissance élevé grâce à la production d'armes, à la production de munitions, etc. Donc il y a aussi cet aspect des choses qui fait que malgré tout la Russie suit son chemin avec la protection de la Chine, ce qui est d'ailleurs un problème pour la Russie de demain, qui est le poids qu'est en train de prendre la Chine sur le destin de la Russie. Merci beaucoup Jean-Marie Colombani, merci à Alain Frachon. On en reste là pour aujourd'hui, avant certainement le prochain revirement de Donald Trump. En tout cas, il faut peut-être s'y attendre. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode du Monde devant soi. Merci Hélène. Au revoir Hélène. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Production éditoriale et présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Marius Sor.